Salut à tous. Vous savez quoi? On est franchement très heureux de vous retrouver sur motorstv.com pour le débriefing F1 saison 2014. Voilà, ça commence avec le Grand Prix d'Australie. On va tout vous dire, tout ce qu'on en pense, avec Jean-Luc Roy, bien évidemment. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Et il a raison, c'est vrai que c'est un plaisir de vous retrouver. Nous aussi, ça nous a manqué, voilà. 4 mois d'intersaison, on va dire ça comme ça finalement. Oui, bien sûr. Il était temps de se retrouver. Ça nous a démangé effectivement de revenir pour les essais hivernaux. À un moment, on s'est dit, bon allez, puis non, on va garder le meilleur, on va tout vous délivrer aujourd'hui. Enfin, on va essayer. En tout cas, tout ce qu'on pense des essais, mais surtout de ce premier Grand Prix, bien sûr. Parce qu'on savait, Jean-Luc, que cette saison où beaucoup de choses sont remises en question, c'était pratiquement impossible de se lancer sur un pronostic, sur des certitudes avant ce Grand Prix, même si certains éléments ne nous ont pas totalement surpris. Mais on a préféré attendre le premier verdict pour venir effectivement en débriefer avec vous. Bien sûr. Bah, c'est le principe. De toute manière, oui, la tendance a été confirmée. La tendance Mercedes, par exemple, au sommet de son art, oui. L'écurie Mercedes, oui, encore que Hamilton, enfin on ne va pas déflorer, ne termine pas, et la poussée, la montée des jeunes pilotes, et ça fait vraiment plaisir. Plus certaines règles discutables, on va y venir aussi. Un certain triomphe de la jeunesse, effectivement, ce Grand Prix d'Australie. Je vous le rappelle, les fondamentaux pour notre couverture. Vous pouvez suivre les Grands Prix en live tech sur notre site internet grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com. Et puis, on se retrouve après chaque Grand Prix pour cette émission. On sait que vous l'appréciez, on vous en remercie beaucoup pour cette fidélité, cette passion que nous entretenons chacun de son côté, finalement. Et s'il n'y a pas la langue de bois. Voilà. Alors, Jean-Luc, dans quelques instants, on va parler de Nico Rosberg, le premier vainqueur de la saison, bien sûr. Mais l'actualité fait que la dernière news importante, c'est que Daniel Ricciardo, qui personnellement nous avait fait un grand plaisir en montant sur le podium dans son pays, a été exclu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi exactement et qu'est-ce que tu penses de cette déjà vraie polémique qui a éclaté au sein du paddock? Alors, deux questions en une, comme toujours, voilà. C'est pour ça que je t'aime bien. Alors, je commence d'abord par répondre concernant Ricciardo, peut-être, qui a mené un Grand Prix formidable, qui a, là aussi, on était en droit de se poser des questions sur la capacité de Ricciardo à résister à un Vettel quadruple champion du monde au sommet de son art. Eh bien, la preuve est faite. Daniel Ricciardo est un très bon pilote, et je dirais la preuve est doublement faite. Ça veut dire que Jean-Éric Vergne, qui est de son niveau, mais qu'il était l'an dernier, est en mesure, lui aussi, aurait pu. Bon, ça, c'est une bonne satisfaction. La deuxième, il a mené dans son pays, tu l'as dit, un Grand Prix formidable, qui le mène sur le podium. Première fois qu'un pilote australien, chez lui, est sur le podium, puisqu'à l'époque d'Alan Jones, eh bien, il n'y avait pas de Grand Prix d'Australie. Donc, il est monté sur le podium. Il est monté sur le podium, mais après la course. Voilà, donc, et Mark Webber, malheureusement pour lui, n'y est pas parvenu. Donc, il a réalisé une grande première. Malheureusement, alors on en arrive au final. Les contrôles et vérifications des commissaires et de la FIA, contrôleurs techniques. Alors, je vais à la fois être technique, ici on peut l'être, mais pas trop long. Il y a tout une batterie de mesures et de contrôles. Alors, vous savez naturellement que la masse de carburant allouée par voiture et par Grand Prix est de 100 kg, mais également le débit. Le débit du carburant injecté, c'est de l'injection directe, injecté dans les cylindres, est limité alors à 100 kg par heure. Donc, ça veut dire que pour calibrer ça, naturellement, il y a des sensors, en anglais, il y a des éléments de contrôle. Capteurs, contrôleurs. Qui permettent d'être certain qu'à aucun moment, l'injection et le carburant injecté dans les cylindres n'excèdent ces fameux 100 kg par heure, qui sont virtuels, parce que 100 kg, c'est le poids emmené. Donc normalement, ils n'arriveraient pas au bout. Je dis bien, c'est un maximum. Bon, or là, il y a eu des problèmes dès le vendredi, pour être précis, dès le troisième run, le vendredi, sur cette voiture-là, etc. Et ça n'a pas été que sur la voiture de Ricciardo. Apparemment, il y a eu plusieurs mesures, plusieurs anomalies de constater. Donc ça veut dire que la fiabilité, pour la faire simple, de ces sensors est en cause. Et c'est tout l'objet du débat. Même en course, après, eh bien, du côté de la FIA, on a dit à Red Bull Renault, attention, du côté de Ricciardo, ça ne va pas. Vous dépassez les seuils d'injection, le maximum. Et on a répondu, mais non, on vous l'a déjà dit depuis vendredi. Voilà. Donc c'est un problème de fond. Red Bull dit, nos capteurs nous disent que non. Alors, il y en a un qui était défaillant, qui a été remplacé par un autre le samedi. Alors, j'ai tout le détail, mais on s'en fout un peu. Bon, en fait, il y a un vrai problème à ce niveau-là qui ne concerne pas que Renault et que Red Bull, qui concernerait un certain nombre de pilotes. Bon, c'est la fiabilité du système qui est en cause et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Red Bull a fait appel de cette décision. Je crains malheureusement que Ricciardo ait bel et bien définitivement perdu ce beau podium. Maintenant, au plan sportif, ça n'en demeure pas moins que c'est un exploit et ça rassure Renault parce qu'évidemment, Renault, au milieu des moteurs Mercedes, ça démontre que même s'il y a eu un petit peu trop de carburant peut-être injecté ici ou là, on est globalement dans le coup. Maintenant, il faut fiabiliser l'ensemble et surtout faire en sorte que d'autres pauvres écuries, on va y venir, soient capables de rouler également avec ce moteur-là parce que là, la domination Mercedes, elle est quand même là et bien là, comme on l'avait vu à la suite des essais hivernaux. Voilà.
Bon, ok Jean-Luc, merci pour ces précisions, mais comme on va passer un petit peu tout le monde en revue, et avant encore une fois d'arriver à Rosberg, je vais enchaîner sur Red Bull. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas connu, puisque en plus ce sont les champions du monde en titre, est-ce qu'on n'a pas connu ce Grand Prix, durant ce Grand Prix, ce que tout l'an dernier, Weber et Vettel ont connu, c'est-à-dire que cette fois-ci les problèmes, ils étaient bien pour Vettel, et puis c'est Ricciardo qui a surnagé et qui a crevé l'écran en quelque sorte. Comment tu as pu voir ça? C'est une belle manière de résumer la situation. C'est vrai que l'an dernier et les saisons précédentes, les problèmes, quels qu'ils soient, frappaient. Alors on pouvait ironiser là-dessus et Weber pouvait s'en émouvoir en disant c'est toujours sur moi que ça tombe. Là, malheureusement, c'est toujours un peu plus tombé sur Vettel. Moi, je pense que c'est un hasard. Pour évacuer le sujet, on ne provoque pas des problèmes à un de ses pilotes ou alors c'est suicidaire. On a intérêt à ce que les deux marchent bien. Et là, on ne peut pas imaginer que l'écurie Red Bull, en l'occurrence, défavorise Vettel par rapport à Ricciardo. Ce serait une hérésie. Donc là, dès les essais, la voiture de Vettel avait plus de problèmes que celle de Ricciardo. De sorte que même la qualification, on se demandait comment un Vettel en pleine forme, normalement, était dominé à ce point par Ricciardo au deuxième temps, alors que Vettel n'avait que le 13e sur la piste. Le 12e à la suite des déclassements, en fait, il avait déjà un problème précisément d'injection. Alors, est-ce que d'un côté, on a pêché par optimisme chez Ricciardo, et de l'autre côté, est-ce que ça vient de là? Je n'en sais rien, mais je l'aimais. Pardon, c'est-à-dire qu'on n'avait pas assez peut-être de puissance d'injection sur le moteur. C'est tellement technique, et puis on nous raconte ce qu'on veut. Donc là, il faut être très clair, on ne peut pas avoir le fin mot de l'histoire, à part les motoristes, je dirais même, et encore. Donc malheureusement, Vettel a été affecté, et Vettel, dès le début, a eu du problème, a dû s'arrêter, abandonner. Voilà. Bon, mais dis donc, on avait quand même laissé les Red Bull à Bahreïn avec une cinquantaine de misérables petits tours faits, que des problèmes, et on les retrouve sur le podium, hors des classements, on va dire. Oui. Donc, c'est déjà une réaction extraordinaire de la part de Red Bull? C'est une réaction formidable et tu as raison de le mettre en exergue parce que je crois que Red Bull même aurait signé, mais des deux mains pour ce résultat-là. Ça démontre là aussi la puissance de travail d'une écurie comme Red Bull avec Renault, il ne faut pas les enlever. Renault a progressé, même s'ils concèdent qu'ils sont encore un petit peu en retrait de Mercedes à l'évidence et probablement de Ferrari malgré tout. Donc ils ont encore du travail à faire, mais ils l'ont fait. Et surtout, l'intégration, parce que le problème venait de là, de ce moteur Renault, de ce power unit, comme on dit maintenant. Je n'ai pas encore trouvé l'équivalence de cette centrale de puissance, si vous voulez, parce que ça comprend 6 éléments. C'est pas que le moteur. Donc, est nettement amélioré. Je pense qu'on a carrément refait une voiture chez Red Bull Renault. Donc, capacité de réaction extraordinaire et vraiment puissance de travail. Enfin bon, c'est des gens excellents. Il n'y a pas de secret. Allez, parlons du vainqueur quand même. On peut lui rendre cet hommage. C'est bien Nico Rosberg qui a gagné le premier Grand Prix de l'année et qui est donc fatalement en tête du championnat du monde. Alors c'est vrai que là où Rosberg peut avoir le sourire, Hamilton peut avoir lui la grimace parce qu'il était pourtant en pôle et puis dès le début on a compris que ça irait pas au bout. Alors comment tu analyses cette situation chez Mercedes où il y a le meilleur et un peu le pire aussi finalement? Alors écoute, c'est facile après le premier Grand Prix, mais moi j'ai fait de Nico Rosberg mon favori depuis cet hiver. On n'a pas eu l'occasion de vous le dire ici dans le débriefing. C'est vrai que sur RMC, Patrick Tambay à notre micro, puisque nous animons en alternance cette émission moteur sur RMC le dimanche, avait publiquement dit je mettrais bien une pièce sur Nico Rosberg. Voilà. Et moi aussi, je l'ai dit, parce que je pense que Nico est arrivé à maturité. Nico Rosberg, après 3 victoires, c'est sa 4e, donc des victoires prestigieuses. La première en Chine, de mémoire, l'autre à Monaco, chez lui, puisqu'il habite Monaco. L'autre à Silverstone, qui n'était pas évidente, c'est la 4e. Il a démontré en course, là, cette fois-ci, il a confirmé une maîtrise totale, parce que certes, il prend un départ absolument canon. Oui, alors voilà, départ canon, il part devant. Après, on va dire la course est jouée, mais on ne le sait pas. Mais elle est bien jouée, parce que comme il y a la neutralisation ensuite, évidemment, au problème dont on va parler avec Bottas, on annule tout ça. Et quand on lui demande de refaire, évidemment, l'ingénieur lui dit ce serait bien, on l'entend à la radio, que tu rebaptises. Il fait exactement, il déroule le boulot. Donc il est d'une fiabilité impeccable, d'une performance remarquable, d'une gestion. Alors bien sûr, il a la meilleure machine, mais ça, on est d'accord. Mais il n'empêche qu'il fait le boulot. Et moi, j'y crois bien, parce que je pense qu'il est serein, je pense qu'il est sûr de lui. Et je pense que là aussi, maintenant, il va falloir venir le chercher. Oui. Alors malgré tout, est-ce que le fait qu'Hamilton renonce dès les premiers tours, ça symbolise le fait que cette année, en Formule 1, on ne sera jamais sûr de rien? Oui, exactement. Et de surcroît, comme on a maintenant des paramètres de fiabilité très importants au niveau du moteur, et donc au niveau, là, on disait que ça fonctionnait sur 5 cylindres au lieu de 6. Donc on se dit, si on essaie d'aller au bout, on va casser le moteur. Donc on va cramer déjà une cartouche pour un Grand Prix. Alors qu'en moyenne, il va falloir faire 4 ou 5 Grands Prix par moteur. Donc on ne veut pas casser. Donc par précaution, avant la casse, on arrête. Donc oui, ça symbolise ça. Et on aura le même problème avec les boîtes de vitesse. Là aussi, je le redis, écoutez bien,
bien, le vrai talon d'Achille, ce ne sont pas les moteurs, ce sont les boîtes de vitesse, vous verrez, ce sont les transmissions, parce que maintenant il y a 8 rapports par boîte de vitesse, il y a 8, c'est énorme, et de surcroît, il n'y en a que 5 pour l'ensemble de la saison, et c'est le vrai goulet d'étranglement, parce que certes, le moteur thermique, donc il délivre sa puissance, mais elle est linéaire, au contraire, elle est aussi lissée que possible, mais quand on envoie la sauce, il n'y a pas d'autre mot, au plan électrique, c'est-à-dire qu'on envoie plus que de la puissance, on envoie du couple, et là, je peux te dire que c'est la transmission qui doit tenir le coup, et ce couple, il est violent, puisque ça dégrade les pneus arrière, ça dégrade la transmission, et là, les boîtes de vitesse, on va en reparler, crois-moi, dans 3-4 Grands Prix, on va reparler des boîtes. Bon, bah écoute, nous t'entendons bien, et on verra ça. Alors Kevin Magnussen, oui, qui fait souffler là aussi, qui symbolise ce vent de jeunesse, parce que le pauvre Ricciardo donc, est exclu. C'est Kevin Magnussen qui récupère la deuxième place. Donc depuis Jacques Villeneuve et puis depuis Lewis Hamilton, là, dans la série Les arrivées sensationnelles en Formule 1, il n'y a pas mieux que celle de ce jeune Danois qui a crevé l'écran là aussi, pour reprendre l'expression. Comment tu l'as vécu? McLaren nous avait prévenu. Oui. Bon, c'est un petit peu par défaut, puisqu'on se rappelle qu'il devait signer, je crois, avec Force India, puis ça ne s'est pas fait. Ils l'ont tout de suite récupéré, donc pendant les mois hivernaux. Ils ont éjecté, du coup, Sergio Pérez, qui l'a mal pris, mais démonstration est faite que c'est une pépite danoise, que vraiment ce type-là est exceptionnel. D'ailleurs, il est à 21 ans, parce que Yann Magnussen, son papa, qui a roulé en F1, qui était absolument, qui était à Sebring, bien sûr, 19e, je crois, il termine. Oui. Voilà. Donc, il y a que 18 ans d'écart entre le papa et le fils, c'est incroyable. C'est-à-dire que lui, il est fils de pilote, mais son papa, il roule encore, bien sûr. Donc c'est ça qui est marrant. Bon, on le verra certainement arriver un petit peu, même si je crois que c'est plutôt sa grand-mère qui l'a élevé. Bon, on ne va pas rentrer dans les histoires de famille, non, mais c'est une autorité publique. Donc j'en reviens à Magnussen, un garçon du Nord, donc assez froid dans sa démonstration, qui accueille ce podium et même cette deuxième place aujourd'hui avec sérénité, avec détachement, ne croyant pas que c'est arrivé pour autant. Là aussi, ça c'est de la graine de champion. Et puis pareil, c'est un type qui a démontré déjà son potentiel dans le passé. Je pense que oui, c'est une force montante avec Ricciardo, avec Rosberg qui est quand même pas très vieux, oui. Et avec d'autres. Et on va en parler. Alors j'ai envie d'enchaîner en parlant de Scandinave. Valtteri Bottas, qui nous a fait une course au panache, formidable. Alors il a fait une erreur. Il le dit, et d'ailleurs elle coûte très très cher. Quand il va taper le mur, et ça lui cause cette crevaison, ces débris, la neutralisation, et ça lui coûte le podium alors. Clairement. Je crois qu'il est un petit peu déventé. Apparemment, c'est quand même une courbe à gauche assez rapide. On est à plus de 200, je pense, à cet endroit-là. Et puis l'euphorie, quoi. Il est parti assez loin à cause de la pénalité, précisément pour boîte de vitesse. Il a pris 5 places sur la grille. Donc, dans le premier tour, je crois qu'il en passe 5, justement. Il revient à sa place. Et là, il se dit, c'est normal, c'est un gamin, il dit ça y est, j'y suis, c'est bon, et tout va passer. Non, malheureusement. Et là, quand il tape le mur et que le pneu part en lambeaux, là, tu te dis, bon, ça y est, c'est mort, quoi. En plus, tout le pneu s'arrache, on voit même des morceaux de jante, on se dit, bon, la transmission, alors justement, elle a dû prendre un coup et il va pas pouvoir y arriver. Donc, il ramène la bête blessée jusqu'au stand, on se dit, c'est pour abandonner. Non, on lui change le pneu, on contrôle, on le renvoie en piste, et là, bravement, je dirais, il se lance dans une remontée, mais météorique. Et là, voilà, c'est ça la course automobile. Et voilà, et du coup, 6e sur la piste, 5e, en dépassant, dommage pour nous, pour les Français, Jev, qui lui avait des problèmes à ce moment-là, mais il fait une remontée formidable. Cette jeune classe, je dirais, m'emballe. Non, vraiment, là, il s'est montré, Valtteri Bottas, donc il a fait le spectacle, et bravo à lui. Écoute, je pourrais enchaîner. Et ça donne des regrets pour Massa, juste un mot. Percuté par Kobayashi sur problème de frein, c'est affirmé. Il n'a pas été puni. Non, les freins à l'arrière, tu sais, il y a un système très complexe de récupération d'énergie, là aussi, c'est une usine à gaz, c'est le cas de le dire. Et apparemment, le système de freinage à l'arrière, donc a croisé les bras, et malheureusement, Kobayashi a fait un strike. Voilà. Mais Massa aurait fait un truc. Les Williams, à surveiller quand même. Un peu en deçà en qualif. Enfin, mais il va falloir les surveiller. Moteur Mercedes, comme par hasard. Oui, voilà. Écoute, avant de revenir sur d'autres pilotes qui se sont montrés, je pense qu'il y a un Ruski Kiat, formidable, dans les points pour son premier Comment Grand Prix. tu dis, toi Parce que mais je me suis renseigné, et l'autorité qu'a notre ami Fred Espinosa, je cite publiquement, m'a dit qu'il fallait dire Kiat, il ne fallait pas prononcer le V. D'accord, ça va nous aider. C'est ce que tu faisais ? Non, moi je faisais Gviat ou un truc comme ça. Bon, Kiat, très bien, super. Allez, vendu. Voilà, je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit, mais c'est vrai qu'il fallait demander. Kiat. Alors, avant d'en arriver à d'autres jeunes qui se sont montrés, un petit passage en revue des quelques grands acteurs de la F1. Bon, Ferrari. Qui ça Peut-être que 4e et 7e, c'est pas mal, mais en même temps, on est déçus. Et d'ailleurs, ça y est, Alonso a commencé à l'ouvrir, il n'y a pas d'autre mot, parce que là,
En qualif, c'est moyen, mais on se dit, bon, ils sont méfiants, ils travaillent la course, ça va être mieux, etc. Et puis encore, c'est pas mieux, même si Alonso se bat pour la 4e, 5e place. Il y a le petit train dans lequel il y a Jeff, d'ailleurs, il y a du monde. Hein. Et puis, on fait une course moyenne, moyennasse, te dirait Vincent Moscato, une course moyennasse. Donc, on voit rien, on les voit pas. Manifestement, ils n'ont pas... Alors, est-ce qu'on a été trop prudent, justement, en termes de gestion, de la consommation? On s'est dit, oulala, on ne sait pas où on va. Alors, probablement, malgré tout, on a peut-être été un petit peu trop protecteur, mais n'est-ce pas le problème de Ferrari depuis 2-3 saisons, que Alonso lui-même mettait en exergue? Alors après, la confrontation, puisque tu vas m'en parler tout de suite, entre Alonso, évidemment, et Raikkonen, avantage, manifestement, Alonso. Oui. Bon, Raikko avait déjà mis une Ferrari dans le mur en essai privé. Il en a remis une aux essais. Oui. Bon, ça fait 2-0, mais dans le mauvais sens. Et puis Raikko était derrière, donc là, ça veut... Attention, hein, c'est pas définitif cette affaire-là, ça peut changer. Mais bon, là pour le moment, Alonso est quand même chez lui et Raikko il revient. Oui, c'est ça. L'écart final entre Alonso et Rosberg? Écoute, 35 secondes. Ouais. Ah, quand même. Hein. C'est beaucoup. Ça fait mal, hein. 57 tours, puisque un tour de moins, puisqu'il y a eu 2 tours de formation. Oui, ça fait mal. Mais non, mais ils y sont pas. Là, clairement, on attendait Ferrari mieux que ça, quand même. Ça. Vraiment. Voilà. On attendait, je te dis, on va refaire la liste, parce que devant, Button avec la McLaren, il est 5 secondes devant. Button revenu du diable vauvert, mesdames, messieurs, parce qu'il était mal qualifié. Donc là, il y a un vrai souci. Ça va pas. Là, pareil, il va falloir hausser le niveau de tir, et je pense que si les Grands Prix lointains, là aussi, si ça continue comme ça, il va y avoir des vagues chez Ferrari. Hein. Oui, c'est ça. À nouveau. Lotus. Je voulais t'en parler, Lotus, hein, parce que là, je crois qu'ils sont vraiment arrivés à la ramasse. Hein, je me permets d'employer cette expression. On aurait peut-être même tendance finalement à dire qu'en course, c'était pas si mal. Mais enfin, ça se termine avec 2 abandons quand même. Et bon, voilà, quel bilan tires-tu pour Romain Grosjean et Pastor Maldonado? Dramatique, épouvantable, monstrueux, mais là aussi anticipé. Ah oui, on l'avait dit. Hein. Non, de toute manière, là, je veux dire, on va entre Titanic et l'équipe Lotus aujourd'hui, la différence, c'est la musique. Non, mais là, c'est une catastrophe. Alors, premièrement, on a raté la première séance d'essai où on a essayé, là aussi, en matière de communication, mais stupide. Moi, j'en ai marre de ces communicants débiles qui essaient de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Donc là, quand une écurie du calibre de Lotus qui termine placée comme elle s'est placée en 2013, qui ne participe pas à la première séance d'essai libre, donc RRS, qui la court-circuite et qui traballe toujours ce retard. On essaie de nous faire croire que non, c'est un choix de l'écurie, c'est du grand n'importe quoi, mais il n'y a plus de capitaine à bord. Moi, Gérard Lopez, il est bien gentil, qui s'est auto-bombardé team manager, et qui n'était même pas en Australie. Non, mais tu as déjà vu un team manager d'une équipe de Formule 1, pas présent sur le terrain? Alors là, on nomme une bande de sous-fifres, allez, j'y vais carrément, un Argentin qui joue, paraît-il, très très bien du saxophone. Non mais je suis sérieux. Le type, il était en charge du marketing et de la communication, des relations avec les annonceurs. Alors c'est vachement important, mais ça fait pas un team manager d'une équipe de Formule 1 dans une année décisive. Bon, c'est la catastrophe. Alors après, alors les voitures n'ont pas roulé en qualif, puisqu'encore une fois, ils trimballent, les pauvres. C'est pas l'équipe que j'incrimine, et surtout pas les pilotes. Mais Maldonado, il doit être content d'avoir amené 40 briques sur la table, tu vois, puisque ce qu'on dit qu'il serait venu en achetant son baquet, 40 millions. Même Charles Pic, qui est donc 3e pilote, qui a dû amener quelques sous quand même, parce qu'on sait comment ça se passe, pour rouler à 10 reprises, à ton avis, dans quel baquet? Dans le baquet de Romain Grosjean, bien sûr, le vendredi. Donc ça y est, ça va aller dans le bon sens. Non, c'est une catastrophe. Et là, je ne vois pas venir... Tiens, ça me rappelle d'autres choses dans ce pays. Je ne vois pas venir la réaction, si tu veux. Je pense qu'on est en plein délabrement. Et je pense que ce qui est gravissime, c'est de nier la réalité. Non, je ne vais pas le dire. On nie la réalité des choses. Donc on ne voit pas les problèmes. Donc ça évite de prendre les bonnes solutions. Donc on va dans le mur, mais d'une force. Alors après le pauvre Romain qui, lui, alors pareil, on sait très bien qu'il voit une psy tout le temps, positiver, bah oui, mais il y a un moment, ça devient aussi un petit peu décalé par rapport à la réalité. Comment peut-on être heureux d'avoir effectué 43 tours à un rythme lamentable? Parce qu'en course, il n'avançait pas non plus, ni lui, ni Maldonado. Donc moi, je suis désolé, mais alors c'est juste pour qu'il y ait une réaction, qu'on prenne conscience du problème, mais qu'on ne dise pas tout va bien. Alors malheureusement, c'est très triste parce que je crains que l'équipe Lotus, au moins pour toute la campagne asiatique, soit en dehors du coup. J'espère qu'il y aura une réaction, mais au moment où la Formule 1 reviendra en Europe, personnellement, je ne la vois pas avant parce qu'il manque de budget également pour développer des pièces. Donc, ou alors, ce sont des magiciens. Hein. Bon, écoute, c'est dit. Ah oui.
Je regarde le classement là, du top 10. Hülkenberg, j'ai envie de dire, nous fait une Hülkenberg, 6e. Il arrive toujours à se mettre un petit peu en évidence et à avoir du mal à aller vraiment chercher au-dessus. Mais il est là. Hein, il démérite pas. ouais. Il est là. Bon, effectivement, avec un moteur Mercedes, on est obligé Oui. de le mettre en exergue. Il n'est pas dans les meilleurs avec un moteur Mercedes, Non. puisqu'on l'a dit, normalement, Williams eût été devant. Mais enfin, il est devant une Ferrari, par mais exemple. il est devant une Ferrari. Voilà. non. Non, mais ça, écoute, il est solide, il l'a montré. Oui. Et on ne cessera de Ah, bah, répéter c'est un qu'il très bon mériterait pilote. mieux, ça c'est sûr. C'est un Bon. très bon pilote. Alors, les deux Toro Rosso, Oui. écoute, ils sont groupés. Jean-Éric Vergne devant Daniil Kvyat, donc, comme on dit, ce qui est sa mission de l'année. Hein. Il faut bien en avoir conscience. Jean-Éric n'a pas d'autre mission que de quand même devancer celui qui arrive et qui est un rookie. Absolument. Mais ce dernier, je pense qu'il y a du potentiel aussi. Hein. Et bien là aussi, c'est extrêmement étonnant, parce que c'est un très jeune pilote russe qui arrive évidemment avec du budget, on l'a compris, mais surtout qui est dans la filière Red Bull et qui va être observé de très près. Pour le coup, Jev fait figure d'ancien et de référence, et c'est normal. Il se doit de le dominer. Alors il l'a fait aux essais, d'un rang, il était juste devant, effectivement. Super qualif, la meilleure de sa carrière, 6e, mais l'autre est 8e derrière. En course, il termine juste derrière. Alors certes, Jev a eu des problèmes, mais je crois que Jev doit, c'est son première mission, comme tu l'as dit, devancer nettement son équipier, mais qui est le plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1 à marquer un point. Parce qu'effectivement, de quelques mois, il devance Vettel. Ça y est. Donc c'est quand même incroyable. Un record de Vettel qui est tombé. Donc ça veut dire que c'est de la graine de très bons pilotes, celui-là aussi. On va pas en refaire trop, mais bon, moi je te dis, cette classe de jeunes pilotes d'arriver, là, c'est vraiment, il n'y a pas de faute. Hein. Là, honnêtement... Je crois qu'on va en rester là avec cette thématique, une certaine jeunesse qui a triomphé là, à Melbourne. Ah oui. Bon, on ne va pas revenir sur Sauber, globalement un peu anonyme. Puis Caterham et Marussia, oui, difficile. Ouais. Hein, dommage pour Jules aussi, qui était déçu de sa qualif et tout. Bon, il y a peut-être du bon à venir là aussi. Marussia, c'est une petite équipe, là, vraiment courageuse, qui bosse bien. Il y a peut-être des coups à jouer. En début de saison, avec les problèmes des autres, il y a peut-être des coups à jouer. Et j'espère que chez Caterham, on salue le retour de Kobayashi. Alors évidemment, ça a commencé un peu tout feu, tout flamme. Mais après, Ericsson, quelque part, arrivait à pas mal se positionner. Bon, je sais pas, on souhaiterait bien sûr que tout le monde puisse. On réserve notre jugement pour la suite. On est d'accord. Bon, écoute Jean-Luc, je te remercie. Et effectivement, pour ce numéro de rentrée, ce premier numéro de l'année, je crois qu'on a été assez complet. On a dit pas mal de choses. Et comme d'habitude, tu les as dites fortes et bien. Il faut être entendu. Et compris. Donc tout ça pour dire qu'on se retrouvera après le Grand Prix de Malaisie pour continuer nos analyses et surtout écouter la tienne. Bon, écoutez, merci vraiment d'être toujours avec nous sur motorcity.com. Le débriefing F1, vous connaissez l'adresse et on sait que vous êtes de plus en plus fidèles à nous suivre et on vous en remercie bien sûr. Merci Jean-Luc. Merci LFB, salut à tous.